Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alice te parle. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans un sujet qui est à la fois très présent et encore très mal compris. On va parler des différentes formes de relations non exclusives. Peut-être que ce sujet te questionne, peut-être qu'il te dérange, peut-être qu'il t'attire, ou peut-être que tu es déjà dedans sans forcément mettre de mots dessus. Et c'est exactement pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Parce que derrière les mots, comme polyamour, relation libre, couple ouvert, il y a énormément de fantasmes, de projections et aussi beaucoup de jugements. Mon intention dans cet épisode, ce n'est pas de te convaincre, ce n'est pas de te dire que c'est mieux ou moins bien. C'est simplement de t'apporter de la clarté, de te permettre de comprendre les différentes dynamiques qui existent et surtout de sortir d'une vision binaire des relations. Parce que entre l'exclusivité stricte et le chacun fait ce qu'il veut sans cadre, il existe en réalité toute une palette de possibles. Et chaque personne, chaque relation va trouver son propre équilibre. Comme toujours dans ce podcast, je vais parler de dynamique générale, chaque histoire est unique. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, ça peut se faire en consultation. Sortir du mythe du modèle unique. Quand on parle de relation, on a souvent été élevé avec une seule représentation. Deux personnes exclusives, fidèles, engagées l'une vers l'autre pour une durée indéterminée. Ce modèle, on l'appelle souvent la monogamie exclusive. Et il fonctionne très bien pour certaines personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes vivent autre chose sans forcément oser le nommer. Parce qu'on a intégré que aimer plusieurs personnes, ce n'est pas normal. Désirer ailleurs, c'est mal. Ou que si quelque chose ne rentre pas dans ce cadre, alors c'est forcément un problème. Alors qu'en réalité, les relations humaines sont beaucoup plus complexes que ça. On peut aimer plusieurs personnes, on peut désirer sans aimer, on peut s'attacher différemment selon les liens, et ça ne veut pas dire que la relation est dysfonctionnelle. Ça veut simplement dire qu'elle ne correspond pas au modèle dominant. Qu'est-ce qu'une relation non exclusive ? Quand on parle de relation non exclusive, on parle d'un cadre relationnel dans lequel il est possible d'avoir des liens affectifs, sexuels ou amoureux avec plusieurs personnes, avec l'accord de toutes les personnes concernées. Et ça, c'est vraiment le point central. Le consentement, la transparence, la connaissance du cadre. Parce que sinon, on ne parle pas de relation non exclusive, on parle d'infidélité. La différence, elle est là. Dans la non-exclusivité, on ne cache pas, on construit. On pose des règles, des limites, des espaces. Et ces règles peuvent être très différentes d'une relation à l'autre. Le couple ouvert. Une des formes les plus connues, c'est le couple ouvert. Dans un couple ouvert, le lien principal reste le couple. Il y a souvent une relation centrale, prioritaire, et des ouvertures possibles vers d'autres personnes. Ces ouvertures peuvent être uniquement sexuelles, occasionnelles, encadrées, par exemple, pas d'attachement, pas de répétition, pas de cercle proche. Chaque couple définit ses propres règles. Ce qui est important à comprendre, c'est que le couple ouvert ne remet pas forcément en question l'amour du couple. Il vient plutôt répondre à d'autres besoins, du désir, de la nouveauté, de l'exploration. Je pense à Camille et Léa. Elles sont ensemble depuis 6 ans. Leur relation est stable, profonde, sécurisante. Mais avec le temps, leur sexualité est devenue plus routinière. Pas absente, pas insatisfaisante, mais moins vivante. Elles ont commencé à en parler. Pas dans un conflit, pas dans une crise, mais dans une curiosité. Et petit à petit, elles ont ouvert leur relation sur le plan sexuel, avec un cadre très clair. Uniquement des rencontres ponctuelles. Communication systématique et priorité au couple. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas venu casser leur lien. Au contraire, ça a remis du mouvement, du désir et beaucoup de communication. Mais ça fonctionne parce que les règles sont claires, les deux sont d'accord, et surtout, elles continuent à nourrir leur lien principal.
Le polyamour. Le polyamour, c'est encore autre chose. Dans le polyamour, on ne parle pas seulement de sexualité. On parle de relations amoureuses multiples. C'est la possibilité d'aimer plusieurs personnes en même temps et de construire des relations avec chacune de ces personnes. Il n'y a pas forcément de hiérarchie. Certaines personnes ont une relation principale, d'autres non. Certaines vivent en constellation relationnelle, d'autres ont des relations indépendantes les unes des autres. Ce qui est fondamental dans le polyamour, c'est l'honnêteté émotionnelle. Parce qu'on ne peut pas gérer plusieurs relations de la même manière qu'une seule. Il y a des émotions multiples, des besoins différents, des temporalités différentes. Et ça demande beaucoup de communication et une bonne connaissance de soi. Je pense à Alex. Alex est en couple avec Sam depuis 4 ans. Et depuis 1 an, Alex est aussi en relation avec Noah. Ce qui est intéressant, c'est que Sam et Noah se connaissent. Pas forcément de manière intime, mais il n'y a pas de secret. Alex ne vit pas ses relations de la même façon. Avec Sam, il y a une histoire longue, un ancrage. Avec Noah, c'est plus récent, plus exploratoire. Et parfois, ça crée des tensions, des jalousies, des insécurités, mais aussi beaucoup d'apprentissage. Sur les besoins, sur les limites, sur la communication. Le polyamour, dans ce cas, ce n'est pas plus facile. C'est juste une autre manière d'aimer. Le libertinage. Le libertinage est encore une autre forme. Ici, on est plutôt dans une ouverture sexuelle souvent partagée. Le libertinage peut se vivre en couple, en solo, en groupe. Mais il est généralement centré sur la sexualité et moins sur le lien amoureux. Il peut y avoir des échanges, des expériences à plusieurs, des explorations de fantasmes. Et contrairement aux idées reçues, le libertinage est souvent très codifié, avec des règles de consentement claires, des espaces sécurisés et une communication explicite. Je pense à Julien et Marc. Ils sont ensemble depuis 10 ans. Leur relation est solide, mais ils ont toujours eu une curiosité sexuelle. Ils ont commencé par des discussions, puis des fantasmes partagés, puis une première soirée. Ce qui les a surpris, c'est à quel point la communication était centrale. Avant, pendant, après. Ils ont appris à dire oui, non, peut-être, et surtout à se reconnecter après. Le libertinage, pour eux, ce n'est pas une fuite du couple, c'est une extension de leur complicité. Tu vois, ce qu'on appelle relation non exclusive, ce n'est pas une seule réalité. C'est un ensemble de fonctionnements très différents. Et on n'a pas encore parlé de tout. Dans la suite de cet épisode, on va plus loin. On va parler des relations anarchiques, des zones floues et des dérives possibles, des enjeux émotionnels, et surtout de ce que ça vient questionner profondément chez nous. Parce que derrière ces structures relationnelles, il y a toujours quelque chose de plus intime. La sécurité, l'attachement, la peur de perdre et la capacité à se rencontrer soi-même. L'anarchie relationnelle. Il y a une autre forme de relation dont on parle encore assez peu et qui peut venir bousculer encore davantage nos repères. C'est ce qu'on appelle l'anarchie relationnelle. Dans l'anarchie relationnelle, on ne hiérarchise pas les relations selon des normes prédéfinies. Ça veut dire qu'une relation amoureuse n'est pas forcément au-dessus d'une amitié. Une relation sexuelle n'est pas forcément centrale. Chaque lien est construit pour lui-même. On ne part pas d'un modèle, on part de personnes. Et on construit chaque relation en fonction de ce qu'elle est. Ce qui est fondamental ici, c'est la liberté, mais aussi la responsabilité. Parce qu'il n'y a pas de cadre tout fait. Donc il faut communiquer énormément, clarifier les attentes, accepter que chaque relation soit différente. C'est une approche qui peut être très libératrice, mais aussi très confrontante, parce qu'elle vient toucher directement à nos repères, et parfois à nos insécurités les plus profondes. Ce que ces relations viennent questionner. Quand on parle de relations non exclusives, on parle rarement uniquement de structure. On parle surtout d'émotions. Et très souvent, ces formes de relations viennent réveiller des choses très profondes. La jalousie. La jalousie est souvent la première chose qui vient. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas un problème à éliminer, c'est une émotion, un signal. Quelque chose qui parle de peur de perdre,
Sentiment d'insécurité, besoin de reconnaissance, manque de confiance en soi ou en l'autre. Dans les relations non exclusives, on ne cherche pas forcément à supprimer la jalousie. On apprend à l'écouter, à la comprendre et à voir ce qu'elle raconte. L'attachement. Ces relations viennent aussi interroger notre manière de nous attacher. Est-ce que j'ai besoin d'exclusivité pour me sentir en sécurité? Est-ce que je peux aimer sans posséder? Est-ce que je peux laisser l'autre être libre sans me sentir menacée? Et il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a des fonctionnements différents. La sécurité intérieure. Au fond, ce que ces relations viennent toucher, c'est souvent notre sécurité intérieure. Parce que quand le cadre extérieur est moins rigide, on ne peut plus s'appuyer uniquement sur des règles. On doit s'appuyer sur soi, sur sa capacité à exprimer ses besoins, poser ses limites, se rassurer, communiquer. Et ça, c'est un vrai chemin. Les zones grises et les pièges. Parce que oui, les relations non exclusives peuvent être épanouissantes, mais elles peuvent aussi être utilisées de manière moins saine et c'est important d'en parler. Je veux être libre, mais sans responsabilité. Parfois, la non-exclusivité est utilisée comme une fuite, une manière de ne pas s'engager, de ne pas se positionner, de ne pas affronter certaines émotions. Mais une relation non exclusive, ça ne veut pas dire pas de cadre. Ça veut dire un cadre conscient, construit, assumé. Le déséquilibre de consentement. Il arrive aussi qu'une personne accepte sans être vraiment OK, par peur de perdre l'autre, par envie de faire plaisir, par difficulté à poser ses limites. Et là, on n'est plus dans du consentement libre, on est dans de l'adaptation. Et ça peut créer beaucoup de souffrance. Le manque de communication. Sans communication, ces relations deviennent rapidement floues. Et le flou, c'est souvent là que naissent les tensions, les non-dits, les malentendus et les blessures. Ce n'est pas pour tout le monde et c'est OK. Ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que ces formes de relations ne sont ni supérieures ni inférieures. Elles ne sont pas plus évoluées, elles ne sont pas plus libres, elles sont différentes. Certaines personnes s'épanouissent profondément dans l'exclusivité, d'autres dans la non-exclusivité. Et parfois, on évolue au cours de sa vie. Ce qui compte, ce n'est pas le modèle, c'est l'alignement. Revenir à soi. Au fond, la vraie question n'est pas quel type de relation est le meilleur, mais plutôt qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Et ça peut évoluer avec tes expériences, avec tes rencontres, avec ton chemin personnel. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que je suis en train de dire oui alors que c'est non? Est-ce que je m'adapte ou est-ce que je choisis? Il faut oser être honnête avec soi, avec l'autre, même quand ce n'est pas confortable. Les relations non exclusives, ce ne sont pas des modèles à suivre. Ce sont des possibilités, des manières différentes de créer du lien, des manières différentes d'aimer, de désirer, de se rencontrer. Et comme toutes les relations, elles demandent du respect, de la communication, du consentement et beaucoup de conscience. Et surtout, elles demandent de ne pas se perdre en chemin. Et si ce sujet résonne en toi, si tu te poses des questions, si tu traverses des doutes ou des ajustements dans ta relation, rappelle-toi que chaque histoire est unique et que tu n'as pas à trouver les réponses seul. Si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au studio Fleur de Lune en présentiel à Héricourt ou en visio depuis partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Alice te parle. Prends soin de toi et de ce qui vit en toi.